Info et France 24 présentent. Bonjour à tous et bienvenue dans Le Monde dans tous ses états, le magazine de France Info et de France 24, le magazine de géopolitique bien sûr. Alors on s'intéresse à la Turquie aujourd'hui et à ses récentes municipales, l'occasion d'un revers pour le président Recep Tayyip Erdogan. Et on va en parler avec notre invité, l'écrivain turc Nedim Gürsel, qui nous fait le plaisir d'être là. La Turquie, on peut dire vraiment qu'elle fait le lien entre l'Orient et l'Occident. Eh bien oui, regardez, on le voit très bien sur cette carte ici, cette Turquie moderne née après la Première Guerre mondiale sur les ruines de l'Empire ottoman est fondée par cet homme, Atatürk, le père de tous les Turcs, Mustafa Kemal. Aujourd'hui, c'est un pays de 80 millions d'habitants avec des villes comme la capitale Ankara, mais ici sur le Bosphore, Istanbul, la ville la plus importante, la plus européenne aussi, avec cette cité construite sur les deux rives et avec ses monuments comme la Mosquée Bleue ou encore la Basilique Sainte-Sophie. Istanbul, ville riche, ville également la plus peuplée du pays, avec plus de 15 millions d'habitants. Concernant le régime politique actuel, la Turquie est dominée par un homme président depuis 2014, Recep Tayyip Erdogan. Il était auparavant Premier ministre et il a récemment modifié la Constitution pour s'attribuer de plus en plus de pouvoir, à tel point, on en parlera avec notre invité, qu'on évoque désormais ce mot de démocrature en Turquie. Et après des années de prospérité, la Turquie est en crise. Une Turquie en crise avec des chiffres qui ne sont pas bons pour l'économie, une livre qui chute, 20% d'inflation, des trimestres de croissance négative. On peut même parler de récession en ce moment et un chômage qui touche plus particulièrement les jeunes. Les milieux d'affaires traditionnellement acquis à la cause de l'AKP, le parti présidentiel, ont récemment plutôt tourné le dos au président en place. C'est justement à Istanbul que Erdogan vient de subir un revers électoral très important. Regardez ce sujet de Claire Giroux. Partout dans les rues, la joie des supporters d'Ekrem İmamoğlu, candidat de l'opposition, élu maire d'Istanbul. Il obtient 54% des suffrages, contre 45% pour le candidat du président Erdogan. 780 000 voix les séparent. La victoire est nette. Les électeurs exultent. On le savait, İmamoğlu devait gagner depuis le début. Il a été malmené et voilà aujourd'hui sa réponse. Nous sommes très heureux, c'est la victoire de la démocratie, tout va s'améliorer. Je suis ravi que cette élection prenne cette tournure. Je suis venu de Californie pour voter. Ce résultat est une claque pour le président Erdogan. En mars dernier, le Haut Conseil électoral avait annulé les élections. Elle donnait déjà vainqueur le nouveau maire d'Istanbul avec 13 000 voix d'avance. Cette décision avait été qualifiée par l'opposition de putsch contre les urnes. Istanbul est aussi le fief d'Erdogan. C'est là que tout a commencé pour lui en 1994. La défaite est donc politique, mais aussi symbolique. Pour son opposant, en revanche, une porte s'ouvre. La population d'Istanbul, forte de 16 millions de personnes, a renouvelé notre confiance en la démocratie et notre confiance en la justice. Ekrem İmamoğlu inflige au président turc son pire revers électoral en 17 ans. Le nouveau maire d'Istanbul devient ainsi une alternative pour la Turquie. Ekrem İmamoğlu a finalement rallié tous les déçus d'Erdogan, comme nous l'explique le correspondant de France 24 à Istanbul, Ludovic de Foucault. Le nouveau maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, a donc retrouvé le fauteuil qu'il avait déjà occupé pendant 18 jours avant que son mandat ne soit annulé. Et pendant ces 18 jours, les Stambouliotes avaient pu constater qu'il avait utilisé les réseaux sociaux pour retransmettre en direct et en intégralité les sessions des conseils municipaux qu'il présidait. Une transparence inédite dans la politique turque. Alors que les grands médias n'ont pas couvert sa campagne autant que celle du candidat du parti présidentiel, à l'exception notable du grand débat qui a opposé les deux hommes, İmamoğlu s'est tourné vers les réseaux sociaux avec un mot d'ordre devenu viral en Turquie, Her şey çok güzel olacak, autrement dit tout va très bien se passer, un hashtag repris par de très nombreux artistes, des chanteurs ou des acteurs turcs. Un slogan qui résume l'attitude du nouveau maire, celle qui lui a permis de démultiplier son avance sur le candidat de l'AKP lors de la deuxième élection de dimanche dernier. Une attitude de rassemblement qui rompt avec la rhétorique clivante qui s'était installée dans le paysage politique turc. Plutôt que de dénigrer ses opposants, Ekrem İmamoğlu leur a tendu la main
Force est de constater qu'un certain nombre d'entre eux ont accepté l'invitation. Et on en parle sur ce plateau avec vous, Nedim Gürsel. Merci d'être avec nous. Bonjour Nedim Gürsel, merci d'être avec nous. Vous êtes un écrivain turc, mais vous vivez en France, auteur d'une quarantaine de livres traduits dans une vingtaine de pays. Votre roman Les filles d'Allah a fait l'objet de censure dans votre pays. Vous avez fait l'objet même d'un procès. Vous dénoncez depuis très longtemps la dérive du régime d'Erdogan. Erdogan a dit « Si tu gagnes Istanbul, tu gagnes la Turquie ». Il a perdu Istanbul, va-t-il perdre la Turquie? Oui, on peut dire que c'est un cuisant revers pour le président Erdogan, car il s'est beaucoup impliqué dans la campagne électorale en soutenant le candidat de son parti, M. Binali Yıldırım. Et puis, Istanbul, c'est symbolique. Lui-même, il a été maire d'Istanbul pendant plus de 4 ans. Et je dis enfin une lueur de démocratie, d'espoir pour la Turquie. Comment a-t-il fait, Ekrem İmamoğlu? Il a rallié effectivement tous les opposants d'Erdogan, mais c'était plus large, c'était un mouvement anti-Erdogan qui s'est produit à Istanbul. Oui, d'ailleurs, qui a surpris tout le monde, ce score. Y compris vous? Oui, il s'agit de 54% des voix. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une partie de l'électorat du parti du président Erdogan, l'AKP, a aussi voté pour İmamoğlu pour lui rendre justice, car l'annulation des élections municipales était, à mon avis, une grave erreur. Et c'est le président Erdogan qui a imposé. D'annuler ce scrutin, hein, parce qu'il faut expliquer, effectivement, il y a eu un premier scrutin à Istanbul. Décidé, on dit, mais je ne pense pas que ce comité soit tellement indépendant. En tout cas, c'est une vague de fond et qui peut d'ailleurs avoir un impact sur les élections présidentielles qui auront lieu dans 4 ans. Une vague de fond, vous dites, Sébastien. On a utilisé tout à l'heure le mot turc de démocratour. La question qui se pose, est-ce que la Turquie de 2019 est encore une démocratie? On ne peut pas dire que la Turquie est encore une démocratie. Il y a des élections libres qui ont lieu. Après tout, la victoire du maire d'Istanbul a été reconnue par le pouvoir en place. C'est bien un gage donné d'une certaine manière aux démocrates. Je pense que le mot démocratour convient au régime actuel. J'avais écrit dans mon livre Turquie libre, j'ai écrit ton nom, que la Turquie était en train de se poutiniser. Je crois que le modèle russe, qui n'est pas une démocratie, est assez proche du modèle turc. M. Erdogan a changé la constitution, il a instauré un régime présidentiel et il est le seul à décider. Il n'y a plus de poste de Premier ministre, par exemple, aujourd'hui en Turquie. Il n'y a plus de poste de Premier ministre. Et puis, surtout, le Parlement, qui représente quand même la nation, est court-circuité. Il a perdu le soutien des milieux d'affaires. Ça, c'est important, Erdogan. Il avait le soutien des milieux d'affaires au début. Il a eu le soutien du milieu d'affaires pendant longtemps, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je crois que la crise économique y est aussi pour quelque chose. J'avais écrit toujours dans ce livre que l'oignon et la pomme de terre allaient avoir raison de lui. Et je constate aujourd'hui que je ne me suis pas trompé. Pourquoi la pomme de terre? Enfin, c'est une métaphore de la crise économique, parce que vous avez tout à l'heure dit qu'il y avait un taux d'inflation très, très élevé. Et on n'arrive plus à se nourrir facilement, c'est une question de pouvoir d'achat. Que le gouvernement ne respecte pas les valeurs démocratiques n'intéresse pas le grand public. Mais quand il y a une crise économique et des problèmes pour survivre, alors là, la donne peut changer et c'est ce qui est en train de se passer en Turquie, à mon sens. D'où cette vague de fond dont vous parlez. Un mot tout de même sur la persistance de l'AKP, donc le parti d'Erdogan à Istanbul. J'ai lu qu'il contrôlait encore 25 des 39 districts de la ville. Donc ça veut dire qu'Imamoglu va devoir composer avec le parti d'Erdogan. Voilà, il peut très bien empêcher que M. İmamoğlu dirige la ville d'Istanbul comme ça lui convient. Mais en même temps, il ne peut pas s'opposer à la volonté des électeurs. C'est le score qui sera déterminant,
car, encore une fois, je le répète, le candidat de l'opposition, M. Ekrem İmamoğlu, a eu 54% des voix, plus de 800 000. Alors que c'était seulement 13 000 lors du premier tour annulé, du premier scrutin annulé. Voilà. Et c'est donc des partisans d'Erdogan qui ont fini par voter pour lui parce qu'il avait annulé ce scrutin. C'est indéniable. Une partie de l'électorat de l'AKP n'a pas digéré cette injustice. Et d'ailleurs, cela aura un impact dans l'avenir sur le parti du président Erdogan, car l'ancien président, M. Abdullah Gül, l'ancien premier ministre d'Erdogan, M. Davutoğlu, et son ancien ministre de l'économie, M. Babacan, sont en train de créer un nouveau parti. Un parti dissident de l'AKP. Voilà. Qui risque donc de le menacer. Exactement. On va se retrouver dans quelques instants. On avait envie de vous montrer, Ludovic de Foucault nous parlait tout à l'heure de ce slogan. Eh bien justement, on va regarder un clip de campagne du nouveau maire d'Istanbul. İstanbul Türkiye'nin yıldızı, dolu dizgin geliyor İmamoğlu. 16 milyon yanında şehri İstanbul kentinde yürür önümüzden İmamoğlu, İmamoğlu. C'est la fin de la première partie du Monde dans tous ces États. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. France Info et France 24 présentent Retour dans le monde, dans tous ces États. On s'intéresse à la Turquie et à ses élections municipales, un revers pour le pouvoir en place. Dès le début de la présidence d'Erdogan, eh bien, la Turquie a commencé justement à voir ses libertés publiques de plus en plus bafouées, comme d'ailleurs le représente ce procès du parc de Gezi qui vient de s'ouvrir dans le pays. On se souvient, même si on ne se souvient pas du nom de ce parc, c'était en 2013. Regardez, nous sommes à Istanbul, ici vous avez la place Taksim. Mais juste à côté là, un grand parc, un espace vert, il n'y avait pas beaucoup. Résultat, quand il est question de le transformer en centre commercial tollé, on organise des manifestations qui sont durement réprimées. Il y a des heurts dans les rues, la police est violente et la manifestation écologique se transforme en véritable émeute contre le gouvernement. Le Premier ministre de l'époque, qui c'est ? Eh bien, c'est Recep Tayyip Erdogan. Et la répression va s'accentuer après un putsch raté de 2016. À ce moment-là, il est président Erdogan et effectivement, c'est une longue nuit le 15 juillet 2016 avec des militaires qui prennent position dans les points clés d'Istanbul notamment et des avions qui survolent à basse altitude. Et un président, image incroyable, obligé d'intervenir par FaceTime à la télévision pour demander quoi ? À sa population de descendre dans la rue pour essayer d'empêcher ce coup d'État militaire. Et c'est ce qui va se passer. Ensuite, la conséquence, eh bien, c'est une reprise en main violente du pouvoir et une purge selon la Commission européenne. Il y a eu 115 158 fonctionnaires mis à pied en 2 ans. Dans la même période, 78 000 arrestations. Un mot sur les libertés de la presse. On dénombre aujourd'hui plus de 150 journalistes emprisonnés. Et les purges touchent notamment les membres de la confrérie de Fethullah Gülen. Fethullah Gülen, c'est un prédicateur qui est exilé aux États-Unis. Il est là, on le voit apparaître sur cette photo. Regardez justement l'extrait qui parle de cette confrérie, un extrait de reporter de France 24. Cevheri était rédacteur en chef du magazine Nokta, un hebdomadaire pro-mouvement Gülen, du nom de ce prédicateur accusé d'avoir fomenté le coup d'État raté de juillet 2016. Après l'échec du putsch, tous les membres de la confrérie sont devenus des cibles pour le pouvoir turc. Tous ceux qui sont liés au mouvement Gülen sont considérés comme des terroristes. Moi, en plus de mon soutien aux Kurdes, auquel Erdogan est aussi opposé, mes liens avec le mouvement Gülen sont devenus publics et je suis devenu un terroriste. Erdogan m'a directement menacé à la télévision avant que je sois arrêté. Le magazine franchit la ligne rouge en septembre 2015. Critiquant le bellicisme du président turc, il publie en une un photomontage d'Erdogan faisant un selfie devant le cercueil d'un soldat.
C'est une attaque contre ma personne, mes principes, mes convictions. Et ces gens-là, ils vont en payer le prix. Le prix pour Cevheri? Arrêté, il est condamné à 22 ans de prison. Le secret faisait partie de la culture de la confrérie Gülen. C'est devenu un mode de vie pour les partisans de l'imam en Europe. Cevheri est l'un des rares à témoigner à visage découvert. J'ai été condamné à 22 ans et mon assistant est en prison. Que deviendront nos condamnations si Erdogan quitte le pouvoir? Moi, j'ai pris 15 ans. Ah, 15 ans? Ils ont entre 35 et 50 ans. Ils sont ingénieurs, universitaires, hommes d'affaires. Sympathisants ou soutiens de la confrérie Gülen, ils ont d'abord fui au plus proche, en Grèce ou dans les Balkans. Mais là-bas, ils l'assurent, le mythe, les services de renseignement turcs et les relais du parti au pouvoir, l'AKP, sont partout. Ils m'ont menacé de mort. Alors sans prévenir ma famille, pas même ma femme ni ma mère ou mon père, je suis parti en Serbie dès le lendemain. Quand j'étais au Kosovo, la rumeur courait que les services secrets turcs menaient des opérations là-bas. Je ne me sentais pas en sécurité, donc je suis venu en Allemagne. Le Kosovo, le dernier traumatisme en date pour tous les opposants politiques turcs en exil. 5 enseignants et un médecin turc liés au mouvement Gülen sont enlevés à Pristina par des agents du MIT, les services de renseignement turcs. Poussés dans un véhicule, ils sont emmenés à l'aéroport et embarqués à bord d'un avion privé affrété par les services turcs. À leur arrivée en Turquie, ils sont immédiatement emprisonnés. L'exécutif turc assure avoir ainsi réussi à ramener 80 gulenistes de 18 pays différents. Voilà pour l'extrait de ce reporter signé Marine Pradel. Nous sommes toujours avec Nedim Gürsel. Vous êtes écrivain. Ça ne vous a pas empêché aussi, tout comme les gens qu'on vient de voir dans ce sujet, eh bien, d'être victime de la répression, notamment pour un livre que vous avez écrit. Oui, j'ai été poursuivi en justice pour avoir écrit un roman qui s'appelle « Les filles d'Allah ». On m'a reproché d'avoir dénigré les valeurs religieuses de la population. En principe, dans un pays laïque, le délit de blasphème ne doit pas exister. D'autant plus, faut-il le rappeler, que la laïcité est inscrite dans la constitution turque. Tout à fait, c'est l'article 3 de la constitution turque et on ne peut même pas proposer de le changer. La justice turque est-elle finalement aux ordres du pouvoir aujourd'hui? Hélas, oui. La justice n'est plus indépendante dans mon pays et je le déplore. Certes, il y a encore des magistrats qui décident selon leur âme et conscience, mais ils sont de moins en moins nombreux. Ce qui surprend, et je vous ai vu réagir pendant le sujet, c'est le pouvoir d'Erdogan, même au-delà des frontières de la Turquie, puisque finalement, il y a un hebdomadaire qui consacre un dossier ces temps-ci. Il est capable d'aller chasser ses opposants, même en Europe, même ailleurs. Oui, il s'est passé des événements inadmissibles, c'est-à-dire l'enlèvement des gens par les services secrets turcs, notamment dans le Kosovo. Dans un pays démocratique, ces choses-là ne doivent pas exister, mais la Turquie, depuis déjà pas mal de temps, ne respecte plus les valeurs démocratiques. La liberté d'expression est de plus en plus restreinte, l'état de droit n'existe pratiquement pas, et dans ces conditions, les droits de l'homme, évidemment, ne sont pas au beau fixe. Alors, et ça, c'est Erdogan, c'est l'ère Erdogan qui a approfondit l'autoritarisme, parce que l'autoritarisme, vous le dites dans vos livres, ça fait presque partie de l'histoire de la Turquie. Oui, s'il est un élément de continuité dans l'histoire de la Turquie, depuis l'Empire ottoman jusqu'à M. Erdogan, en passant aussi, je dirais, par la période kémaliste, c'est bien l'autoritarisme. Mais là, aujourd'hui, on parle d'autre chose. La Turquie, malheureusement, continue à être un pays autoritaire, tout en désirant d'être un jour un pays vraiment démocratique. Donc il y a un dilemme. Il y a un dilemme, mais elle évolue mal. Elle évolue mal. Alors dans ce contexte, la question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, bien sûr, s'éloigne. De plus en plus, les tensions entre Ankara et Bruxelles se multiplient. Valérie Lerouge, correspondant de France Télévisions à Bruxelles. Entre l'Union européenne et la Turquie, c'est un peu « je t'aime, moi non plus ». Bruxelles s'accommode assez bien d'Ankara quand il s'agit notamment de tenter d'enrayer la crise migratoire.
un accord a été signé en mars 2016 entre les deux parties. Il prévoit notamment 6 milliards d'euros d'aide à des ONG et des organisations turques pour les aider à gérer les millions de migrants qui sont actuellement là-bas et à mieux les retenir. L'argent a été versé et le fait est que le nombre de traversées a plutôt diminué dans la même période. Ce qui marche moins bien, c'est la partie de l'accord qui prévoyait que la Turquie acceptait de récupérer tous les migrants qui arrivaient sur les côtes européennes, moyennant quoi l'Europe acceptait d'accueillir tous les réfugiés syriens actuellement en Turquie. L'Union européenne est davantage embarrassée sur la question de l'état de droit en Turquie et notamment suite à la tentative de coup d'État en juillet 2016 et la répression qui s'en est suivie d'Ankara sur les universitaires ou les magistrats. Regain de tension également depuis quelques semaines suite à des forages pétroliers menés par Ankara en mer Égée dans la zone chypriote grecque. Il pourrait y avoir des sanctions dans les prochaines semaines. Autant vous dire que dans ce contexte, la demande d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne va encore attendre. Des États membres s'y opposent. Le Parlement européen avait demandé la suspension des négociations. Pour l'instant, personne n'ose claquer la porte, mais on sent bien qu'il n'y a plus aucun enthousiasme, ni d'un côté ni de l'autre de la Méditerranée. Nedim Gürsel, vous avez défendu l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. C'est une idée que vous défendez toujours? Oui, je dois dire que je suis un fervent partisan de l'adhésion de mon pays à l'Union européenne. Mais je constate aujourd'hui avec grande amertume que la Turquie ne remplit pas les critères d'adhésion. Les critères dits de Copenhague, ce qu'on appelle l'acquis communautaire, est un rêve maintenant. Et ça reste votre rêve, à vous? Oui, parce que si la Turquie avait adhéré à l'Union européenne, ça aurait été une bonne chose pour les deux parties. La Turquie ne serait pas aujourd'hui le pays autoritaire qu'elle est devenue. Vous pensez que ça l'aurait protégé du point de vue des droits de l'homme que de rentrer dans l'Union européenne? Bien sûr, si la Turquie devient un pays européen à part entière, elle est obligée de respecter les valeurs démocratiques. Maintenant, je crois que la page est tournée. D'abord, du côté de la Turquie, il n'y a plus ce désir d'Europe. La Turquie est à la recherche de nouvelles alliances. Et bien justement, est-ce qu'il n'y a pas un désir de Russie, par exemple? Ça peut paraître un peu improbable, mais l'armée turque a passé commande de systèmes de défense anti-missiles à la Russie, ce qui ne plaît pas du tout aux États-Unis, notamment parce qu'ils ont plusieurs bases sur le sol russe. Alors il y a une commande d'avions de chasse du coup qui a été annulée. Bref, c'est tout un imbroglio autour du dessin de nouvelles alliances, semble-t-il? Oui, la Turquie est à la recherche de nouvelles alliances qui ne sont pas, à ce que je sache, des modèles de démocratie. On est toujours dans la poutinisation aussi. La poutinisation de la Turquie est en cours, et puis le rapprochement avec l'Iran des mollahs. Mais depuis quelques années, la Turquie a eu une politique étrangère très incohérente. Il y a encore peu de temps, M. Poutine et M. Erdogan se détestaient. Maintenant, avec l'achat des fusées S-400, la donne a changé, mais il ne faut pas oublier que la Turquie reste toujours membre de l'OTAN, donc l'allié des États-Unis, et M. Trump, évidemment, est dans tous ces États, parce que la Turquie a refusé de collaborer dans ce domaine avec les États-Unis. Un mot, vous avez un espoir de changement en 10 secondes, Nedim Gürsel, parce que vous avez l'air amer tout de même. Oui, parce que les élections présidentielles auront lieu dans 4 ans. Et dans le régime présidentiel, la victoire de l'opposition en ce qui concerne la mairie d'Istanbul est significative, mais Istanbul est une très grande ville. C'est important. Sur le plan symbolique, cette défaite peut, disons, obliger le président Erdogan de réprimer encore davantage. Alors, dans ces circonstances, je ne vois pas pourquoi je dois être optimiste, d'autant plus que les procès continuent. Vous avez tout à l'heure parlé de Gezi, qui était un mouvement contestataire de grande ampleur. Aujourd'hui même, il y a le procès contre Mme Kaftancıoğlu, qui est la leader de l'opposition, présidente du
parti de l'opposition à Istanbul. Les journalistes sont en prison. J'espère que tout cela va changer. Mais je ne suis pas très optimiste. Merci Nedim Gürsel d'avoir été avec nous. Vos 2 derniers livres? On les cite, ils apparaissent à l'écran. Turquie libre, j'écris ton nom, chronique 1983-2018 aux éditions Bleues. Et puis à l'ombre des pyramides, là on s'intéresse pour le coup, vous l'aurez compris, à l'Égypte. Merci infiniment d'avoir été avec nous et grand merci aussi à vous Stéphanie. Et grand merci Sébastien, merci à Pascal Mizrahi, merci à Franck Bérurier, merci à Emmanuel Villain, merci à tous de nous avoir suivis sur France 24 et sur France Info. À bientôt.